Tous les jours, on se faisait critiquer dans la presse. Tous les jours, on ouvrait le journal, on faisait pas les investissements, on n'était pas bon. Parce que c'est comme ça qu'il s'est vengé l'actionnaire qui était d'un côté et des autres. Donc moi, je dis aux autres actionnaires, au groupe d'actionnaires, il faudrait aller voir cet actionnaire, s'asseoir avec lui, dialoguer, négocier. Il me dit non, 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 il n'y en a pas question. Donc j'ai dit, écoutez, moi je vais aller les voir comme une démarche personnelle. Une démarche personnelle, donc laissez-moi faire. Donc en fait, c'était un monsieur assez âgé. Quand il m'a vu arriver, il m'a dit, ça fait longtemps que je vous attendais. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute. Bonjour Alejandra. Bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Bonjour Paul, merci beaucoup de m'avoir invité. Écoute, ce que je te propose pour commencer ce nouvel épisode, où on va parler notamment du monde de l'eau aujourd'hui, je te propose de te présenter, de m'expliquer qui tu es, d'où tu viens, tes origines, résumer rapidement ton parcours et m'expliquer tes fonctions actuelles. D'accord. Alors, je suis née à Buenos Aires, en Argentine. J'ai grandi en Argentine. Et à 22 ans, avec un diplôme d'avocat en main, je suis partie en France, m'installer en France. Après ce moment, enfin, j'ai poursuivi mes études. J'ai eu un MBA et un diplôme en audit juridique en France, à Toulouse. Et après, j'ai alterné des positions de directeur juridique, directeur financier, directeur général et board member dans des sociétés françaises. Suez, Lyonnaise, Lassor, des sociétés d'eau, entre autres. J'ai passé 27 ans dans des sociétés d'eau et Oui. assainissement. J'ai vécu en Argentine et en France, toujours pour des motifs professionnels. En France, j'ai vécu à Toulouse, Lyon et à Paris, et en Argentine, à Mendoza et à Buenos Aires. Et voilà au mot ma carrière résumée. Aujourd'hui, je suis board member d'une société de mines qui s'appelle Eramet, qui est filiale d'Eramet, qui est une société de mines française. Et on extrait du lithium au nord de l'Argentine. Eramet, c'est une société de mines qui est axée sur les méthodes de la transition énergétique. Donc voilà, je crois que c'est en gros qu'est-ce qu'on peut dire sur ma carrière et mon parcours. Ok, super. Alors, on va y revenir sur ta carrière, justement, sur la façon dont tu l'as construite, sur ce fameux monde de l'eau et le monde des mines aujourd'hui dans lesquelles tu évolues et d'extraction du lithium. Pour commencer cet échange, moi, j'aimerais m'intéresser à ton expatriation et aux différences culturelles parce que toi, tu es d'Argentine et tu es parti t'expatrier en France. Est-ce que tu peux me raconter justement l'histoire de ton expatriation et pourquoi est-ce que tu es parti terminer tes études en France et pourquoi tu as commencé ta carrière aussi en France? Alors, c'est une histoire très simple, c'est une histoire d'amour en fait, hein, comme ça arrive souvent. J'ai épousé un Français à 22 ans et on a décidé de s'installer en France. Donc, c'est aussi simple que ça. À la D'accord. base, c'est une histoire d'amour. Je suis devenue française à 22 ans aussi, par mariage. Donc, j'ai acquis la nationalité française. Ok. Quand tu arrives en France, qu'est-ce qui t'interpelle? D'abord, j'étais fascinée par la culture française, fascinée les respects des droits, les respects des minorités même, hein. On pense en France qu'on était très raciste. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je crois que ouais, il y a beaucoup de communautés sur place et on essaye de respecter les différences des communautés pour mieux vivre. Donc ça m'a interpellée. Je venais de l'époque de la dictature argentine, donc ça m'a interpellée ça, en fait, les respects des droits de l'homme. Ok, très intéressant. Et, hum, et est-ce que par rapport à la culture française, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont... là, on est dans le droit, la partie sociétale. Est-ce que plutôt dans ta vie, il y avait des choses qui changeaient par rapport à ta vie en Argentine? En France, on a plus un raisonnement très cartésien, très élaboré, très structuré, très fondé. Et on n'y va pas souvent là où il y a trop de risques. Si les projets sont trop risqués, on n'y va pas. En Argentine, c'est tout à fait l'opposé. On est plus sur les raisonnements intuitifs, pas très structurés.
Et c'est pour ça qu'en Argentine, tout peut changer pour le pire et pour le mieux de manière très vite, très, très vite. Et la particularité aussi, c'est que, contrairement à la France, on est tout à fait disposé à aller dans des projets, même s'ils sont trop risqués. Donc, ça fait que les équipes en Argentine, ce sont des équipes très engagées qui sont prêts à passer jour et nuit à travailler sur ce dossier pour arriver au but, même dans des projets à haut risque. Donc, c'est des projets à haut risque qu'on adore, donc, mais on travaille beaucoup et très engagé pour aboutir dans ces projets. Donc, ça c'est deux différences importantes entre la culture française et argentine au travail surtout. Mmh. Tu parles justement de ces cultures au travail quand, toi donc tu vas arriver sur, des premiers postes, en France, puis très vite, tu vas, avoir, des responsabilités et tu vas devoir manager, des personnes en France. Justement, comment tu adaptes ton mode de management et comment tu t'adaptes aux différences culturelles? Alors justement, tu as dit, comment tu t'adaptes? J'ai une grande capacité d'adaptation, une énorme capacité d'adaptation. Je m'adapte, je pense que c'est à moi de faire l'effort de m'adapter à une culture différente. J'ai une grande capacité d'écoute. J'écoute mes équipes toujours. J'écoute mes équipes et j'essaye dans mes équipes de faire ressortir les talents. On a toujours des points faibles, des points forts, et j'essaye de mettre en avant les talents, même lorsqu'il y a des différences culturelles. J'écoute beaucoup aussi, je suis toujours à l'écoute et je délègue énormément et je fais confiance. Parce que pour déléguer, il faut faire confiance. OK. Et comment est-ce que tu fais justement pour, repérer ces talents et ensuite les engager? Est-ce que tu as des processus est-ce que tu mets en place? L'observation, j'ai les dialogues avec les gens, on a des dialogues, et on voit tout de suite, enfin, quand on parle avec les gens, on voit tout de suite là où ils sont des talents et là où ils sont des points moins forts, en fait. Mmh. Et donc toi ta démarche, c'est plutôt de, pousser quelqu'un sur et d'appuyer là où il est bon, son talent, plutôt parce qu'en France, on peut penser des fois aussi, «Je suis très bon dans tel domaine, un peu moins bon dans celui-là et du coup, il faudrait que je sois bon partout, donc je nivelle un petit peu mes compétences». Toi, ton objectif, c'est quoi? C'est d'appuyer fort là où sont les compétences, les atouts, on va dire, des talents? Moi, j'ai appuyé les gens, là où ils sont à l'aise. Là, ils sont les plus contents au travail, les plus à l'aise, les plus heureux et c'est souvent là où ils sont des talents. OK, très clair. Là, on parle de différences culturelles. Tu as travaillé en Espagne, en France, en Argentine également. Comment est-ce que tu positionnes l'Espagne, par rapport à la France et l'Argentine? En termes de culture du management? Alors, en Espagne, l'espagnol est beaucoup plus dur, je dirais, dans son approche. Il a une approche dure par rapport aux Français et par rapport aux Argentins. Et, ça, je crois, c'est la caractéristique la plus importante. Quand on vient de France, ou même quand on est en Argentine, on est un peu choqué de ces manières d'approche très directes, droit au but. Euh, voilà, ça c'est quelque chose qui surprend. Après, on peut parler aussi des choses qui sont similaires dans les cultures. Je crois que tant les Espagnols, les Français, les Argentins, c'est des bons vivants. C'est des gens qui aiment bien manger, boire, la famille, les amis, les vacances. Ça, ce sont des aspects similaires pour les trois cultures, je dirais. Et donc toi, c'est ça, enfin la partie famille, bon vivre, bien vivre, c'est des choses que tu as intégrées justement dans ton management et que tu prennes en compte? Oui, bien sûr, OK. complètement. Est-ce que tu peux me raconter justement un grand défi culturel que tu as rencontré, une anecdote qui t'est arrivée où tu t'es dit: «Là, je suis face à une situation où, avec mon interlocuteur, on vit la même situation, mais on ne la comprend pas du tout de la même façon de par nos cultures»? Alors, j'ai travaillé au Cridon Lyon. Les Cridon, c'est une boîte de conseils juridiques à laquelle cotisent les notaires quand ils s'installent. Quand ils s'installent, ils cotisent à ces cabinets de droit qui leur donnent des consultations gratuites. Oui. Donc, moi, j'étais consultant en droit de la construction, de l'urbanisme, de la propriété horizontale, etc. Propriété, pardon. Propriété. Et donc, à côté de mon bureau, il y avait un monsieur avec qui je devais travailler, qui votait le Front national, qui était d'une famille très ancienne et
des lions. Par exemple, quand sa mère est décédée, on a eu une messe en latin qui a duré pendant 2 heures. Donc, une famille très traditionnelle de Lyon. Donc, moi, j'ai représenté tout ce qu'il haïssait le pire, les plus, parce que j'étais immigrée et j'étais pas française depuis plusieurs générations, etc. Donc, alors, on devait travailler ensemble. Donc, moi, j'ai utilisé mon grand pouvoir d'adaptation pour m'adapter à lui et passer outre nos différences. On évitait des conversations qui fâchent. Et de cette manière, on a pu très bien travailler. On est même presque devenus des amis. D'ailleurs, j'ai organisé pour lui un voyage. Il voulait chasser en Argentine, donc je lui ai organisé un voyage. Donc voilà un exemple de comment on peut passer outre nos différences pour pouvoir travailler ensemble et que ce soit réussi. OK, intéressant. Maintenant, j'aimerais me concentrer un petit peu plus sur la partie management, leadership. Est-ce que tu peux m'expliquer comment fonctionne le secteur de l'eau, en Argentine? Tu as travaillé notamment, chez Suez en Argentine. Quel est le fonctionnement, en Argentine, du secteur de l'eau et en quoi est-il différent ou similaire, je ne connais pas, de celui, de la France? Alors, en Argentine, aujourd'hui, le secteur de l'eau est public. Il n'y a pas de Ouais. délégation de services privés, à la différence de la France, où il y a beaucoup de délégations de services publics et de délégataires privés. Donc là, ça fait une différence. C'est alors des sujets critiques, hein, alors de toute façon, même si en Argentine, c'est un service public, c'est soumis à une autorité publique qui décide les prix de l'eau. Alors les prix de l'eau et les tarifs, c'est un sujet critique dans le secteur de l'eau. Pourquoi? Parce que c'est jamais les moments politiques pour augmenter les tarifs. Parce qu'il y a des élections, parce que les usagers vont pas être contents. Donc les tarifs, c'est un sujet très critique. Aussi les investissements. Parce que si c'est une délégation des services privés comme c'est en France, il y a un délégataire privé qui a ces investissements qui sont fixés au contrat, mais il y a toujours des problèmes d'interprétation, c'est pas exactement ça, c'est plus d'investissement. Donc c'est un sujet polémique et qui pose des problèmes. En Argentine aussi, parce que même si le secteur est public, c'est le public qui décide les investissements et la société veut toujours investir peut-être plus que c'est à quel elle a les droits. Et voilà, ça crée aussi une dispute là-dessus. Donc, les prix de l'eau, les tarifs et les investissements, ce sont des autres sujets polémiques dans le monde de l'eau. OK. J'ai travaillé alors, la seule fois dans ma vie où j'ai travaillé dans une société argentine, parce que j'ai toujours travaillé pour des sociétés françaises, même aujourd'hui, c'était pour Lyonnaise des Eaux Buenos Aires, enfin, Lyonnaise des Eaux avec les eaux de Buenos Aires. La société a été étatisée. Et plus tard, j'ai travaillé pour la société d'État, ex-lyonnaise, à Buenos Aires. OK. Donc, c'était particulier parce que j'ai travaillé dans la société quand elle était privée et ensuite quand elle était publique. Et justement, qu'est-ce qui a changé et comment est-ce que tu t'adaptes à, cet environnement, public, en fait, où là tu traites, comme tu l'as expliqué, précédemment, on est plus sur de la décision politique que, l'objectif d'une entreprise qui est de gagner, d'être profitable, en fait? J'ai une fibre politique, je suis devenue assez politique. J'ai incorporé la politique dans ma carrière et ma manière de travailler et j'essaie de négocier avec les autorités publiques au mieux pour avoir des tarifs, leur expliquer la nécessité d'augmenter les tarifs et d'augmenter les investissements, mais ça se passe par le dialogue et la négociation. OK. Ça s'est passé comme ça. D'accord et est-ce qu'il y a tu dis ça passe par le dialogue et la négociation. Est-ce qu'il y a, une différence entre une négociation dans le secteur privé et une négociation dans le secteur public? Est-ce que tu peux m'expliquer les différences? La différence, c'est qu'il faut comprendre, enfin, lorsqu'on a en face à une autorité publique, il faut comprendre ses nécessités et ses problèmes. Lorsqu'on est dans un domaine privé, c'est pareil, mais pas exactement parce on a un contrat qui définit bien les limites dans lesquelles on doit se situer. Ce qu'on essaye, c'est de définir ces limites et les interpréter, mais il y a peut-être moins de négociations que dans le secteur public. Dans le secteur public, c'est purement la négociation. Tu es passé par différents postes, différentes entreprises. Hem, à chaque fois que tu arrives sur un nouvel environnement, une nouvelle entreprise, un nouveau poste,
quelle stratégie est-ce que tu mets en place pour justement t'intégrer dans ce nouvel environnement? Alors, tout d'abord, l'écoute et l'observation. Je suis à l'écoute et je suis à l'observation de l'environnement où je travaille. Aussi, je travaille beaucoup en équipe. Je crois beaucoup, alors je pense que l'intelligence collective va bien au-delà des convictions individuelles. Donc, je crois fortement à ça. C'est pour ça que je travaille beaucoup en équipe. Et je délègue beaucoup et je fais confiance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça aussi, la délégation, ça fait partie de ma manière de travailler dès le départ, quand j'arrive dans une société nouvelle. OK. Et justement, là, tu parlais de la communication, de laisser tes équipes faire. Comment est-ce que toi, tu arrives à transmettre tes décisions à tes équipes, hem, pour être sûr qu'une décision que tu prends, elle est comprise, enfin, du moins, elle est entendue, comprise et appliquée dans le sens que tu le souhaites? Alors, je transmets la décision de la manière la plus directe possible, la plus directe possible. Je n'ai pas de nuance dans la manière de la communication. Je la fais de manière très directe. OK. Donc tu vas directement voir la personne concernée qui t'a même sauté, Exactement. Je vais voir la personne concernée, je transmets la décision de manière directe. OK, clair, Ou si c'est pour ou des réunions avec les équipes. Une réunion avec les équipes, je transmets la décision. d'accord. Le monde de l'eau, c'est un monde qui est, critique, qui est vital pour une, société. Est-ce que tu as déjà été confronté à des crises? Et est-ce que tu peux me raconter, si ça a été le cas, comment tu as fait justement pour surmonter cette épreuve? J'ai été confrontée à beaucoup de crises, parce que j'ai eu des crises politiques parce que je travaille dans une société qui a été étatisée. J'ai eu des crises de disputes entre actionnaires avec des plaintes pénales croisées. J'ai eu des crises, des crises financières économiques parce que les tarifs étaient gelés et les prix ont monté parce qu'il y avait l'inflation. Donc, la société était soumise à un grand stress économique et financier. Donc, j'ai tout type de crises. Alors, comment je les ai affrontées? Je peux donner une ou deux anecdotes. Alors, dans une crise entre des disputes entre actionnaires avec des plaintes pénales croisées, il y avait d'un côté un actionnaire qui était très puissant et qui était même propriétaire des médias sur place, et de l'autre côté, le reste des actionnaires. Et tous les jours, on se faisait critiquer dans la presse. Tous les jours, on ouvrait le journal, on faisait pas les investissements, on n'était pas bon, parce que c'est comme ça qui s'est vengé l'actionnaire qui était d'un côté et des autres. Donc moi, je dis aux autres actionnaires, au groupe d'actionnaires, il faudrait aller voir cet actionnaire, s'asseoir avec lui, dialoguer, négocier. Il me dit: «Non, non, non, il n'y en a pas question parce qu'il va nous passer des factures, et ça va nous coûter cher, on va payer un fort prix en n'importe quoi». Donc j'ai dit: «Écoutez, moi, je vais aller les voir comme une démarche personnelle. Une démarche personnelle, donc laissez-moi faire». Donc, en fait, c'était un monsieur assez âgé. Quand il m'a vu arriver, il m'a dit: «Ça fait longtemps que je vous attendais». Donc, il nous a aidés. Alors, du coup, on a plus été critiqués dans la presse. Il nous a beaucoup aidés dans la renégociation du contrat et des tarifs. Alors, tout ce qu'il voulait, c'est être reconnu. C'est pas plus que ça. Il voulait être Mmh. reconnu par son existence, parce que c'était quelqu'un de puissant, parce que c'était quelqu'un qui était propriétaire des médias. C'est tout ce qu'il voulait, être reconnu parce qu'il existait, il voulait exister. Donc voilà un exemple de comment on peut attaquer une crise entre actionnaires, comment on peut la résoudre par le dialogue et la négociation. Et je peux aussi citer, un autre exemple par l'innovation. Enfin, c'était une société qui était soumise à un stress économique et financier important parce que les tarifs étaient gelés, comme j'expliquais tout à l'heure, et les prix ont monté parce qu'il y avait l'inflation. Et j'ai mis en place un système chirurgical, je dirais. On dépensait le minimum et on investissait le minimum. Et c'était un succès parce que bon, on a pu gérer la société avec les tarifs qu'on avait et on n'a jamais eu de problèmes techniques. Parce que c'est ça les périls. Les périls, c'est avoir des problèmes techniques. Donc, on n'a Mmh. jamais eu de problèmes techniques. Ça veut dire on choisissait les investissements vraiment là où il fallait et pour éviter tout type de problèmes techniques. Donc voilà, en gros, 2 anecdotes. OK.
avec notamment la communication qui est toujours au centre et il faut savoir flatter aussi les égos pour ramener tout le monde autour d'une même problématique. Exactement, exactement. Ok, très intéressant. Euh, Tu fais ta carrière dans le monde corporate. Alors, tu l'as dit, aujourd'hui, tu es au board de Eramin Sud-America, mais avant ça, donc ça c'est depuis 2022, et à partir de 2020, tu as lancé ta société de conseil. Pourquoi être passé du monde corporate au conseil? Pourquoi avoir fait ce choix? Alors, ça, c'était pas un choix, ça s'est fait de manière tout à fait naturelle. C'est parce qu'il y a des sociétés françaises qui ont commencé à me consulter. D'accord. Et c'est là où j'ai vu un créneau. C'est là où, comme il y a des sociétés qui me consultaient de manière spontanée, est-ce qu'on pourrait t'engager pour, parce qu'on a tel problème, un problème commercial ou un problème. Souvent, c'est des problèmes enfin, ils voulaient se développer commercialement en Argentine. Donc là, j'ai trouvé un créneau intéressant pour mettre au travail mes secteurs d'expertise et être consultante. Ça s'est fait de manière tout à fait naturelle. Ok. Et donc toi, tu as été, et là tu es encore aujourd'hui, consultante sur la partie legal, governance, compliance et sustainability. Exactement, exactement. Ok. Et tu parlais aujourd'hui de ton accompagnement de Eramin Sud-America. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce poste et la façon dont tu accompagnes cette entreprise? Alors, comment j'accompagne la société? Je l'accompagne au board en définissant les stratégies de la société. Voilà le travail qui a conseil administration. En tant qu'administratrice, avec les autres administrateurs, on est là pour définir les stratégies et les plans de route pour la société. Alors, par rapport aux particularités de l'Argentine est un pays qui économiquement est soumis à beaucoup de crises, à des crises successives depuis 20 ou 30 ans. Et il y a des restrictions de change, par exemple. On ne peut pas sortir les dividendes et on peut pas. C'est très difficile d'importer aussi. Donc, c'est une particularité de l'Argentine. Donc, pour le lithium, on a pu négocier un cadre juridique particulier pour pouvoir sortir un peu des dividendes et faire rentrer des éléments importés dont on avait besoin pour la construction. Mais c'est un pays, enfin, il y a des restrictions d'échange, il y a différents cours du dollar, il y a des problèmes économiques. Mais bon, on a un nouveau président aussi qui est Milei, qui est très libéral. Donc, on pense peut-être que la situation économique va s'améliorer avec ce président qui a été choisi par une large majorité. Ok, bien sûr. Et le lithium, je sais que, enfin, on en a besoin aujourd'hui, c'est extrêmement utilisé. On est en train d'en l'utiliser de plus en plus dans les, les composants électroniques, dans les appareils électroniques, les ordinateurs. Euh, Comment est-ce que vous mettez en place justement des démarches peut-être sustainable pour faire en sorte de réduire l'impact que ça va avoir malgré le fait qu'on en ait besoin aujourd'hui? Alors, on a un procédé qui est très particulier à Eramet, qui est breveté par Eramet, qui est un procédé d'extraction directe. Le lithium, parfois, il y a des piscines d'évaporation de l'eau qui consomment beaucoup d'eau. Ça, c'est la méthode la plus classique pour extraire le lithium. Mhm. Alors, nous, on a une méthode d'extraction directe. On extrait de manière directe le lithium et on recycle l'eau et on utilise 70% moins d'eau. Donc, voilà Ok. notre procédé à la base, c'est un procédé sustainability. Alors, le processus d'extraction, je vais le décrire de manière très rapide. On extrait le lithium, on les filtre avec de l'eau, on utilise la nanofiltration et l'osmose inverse pour les filtrer aussi. Après, il y a une toute petite partie par évaporation dans les secteurs dans notre procédé. Et Oui. à la fin, on obtient du lithium qui est comme une poudre blanche, D'accord. qui est utilisée partout, enfin, l'aviation, les voitures, les ordinateurs, partout en fait. Ok. Et ensuite, cette poudre blanche, aujourd'hui, vos plus gros clients, ils sont situés où à travers le globe? Pour l'instant, on n'est pas en production, donc, mais ils vont D'accord. être situés en Europe, en Chine, en Argentine aussi, on imagine. Bien sûr. Ok. On a parlé des crises il y a quelques minutes. Est-ce que tu as vécu
Parce que moi, je m'intéresse également beaucoup aux crises et aux échecs. Je trouve que c'est dans ces moments-là qu'on apprend énormément et qu'il y a aussi énormément d'enseignements à tirer. Est-ce que tu as déjà vécu un échec et est-ce que tu peux me partager cette expérience et expliquer justement comment tu as fait pour te relever? Alors, les échecs dans une vie professionnelle sont hyper importants. Si on n'a pas des échecs, on n'apprend rien. Donc, il faut avoir des échecs forts, des échecs qui frappent. Parce qu'après, on peut les capitaliser et incorporer beaucoup apprendre beaucoup de choses. Voilà. Alors, moi, je peux parler là, j'ai eu plusieurs échecs, mais bon, je vais parler d'un qui m'a touchée de manière, je dirais, plus personnelle aussi parce que il y a un rapport avec mon contrat de travail. Alors moi j'étais expatriée en Argentine. J'étais expatriée en Argentine. Tu étais expatrié dans ton propre pays? Oui, j'étais expatriée dans mon propre pays, exactement. Ça, c'était entre 90 et 97. D'accord. Parce que j'étais considérée comme française. Donc, ils m'avaient embauchée en France, j'étais envoyée en Argentine avec un contrat expatrié. Donc voilà, justement, ces contrats d'expatriés, du jour au lendemain, le directeur général de la société a dit non, on va passer un contrat local qui avait des conditions beaucoup moins importantes, bien sûr. Donc je l'ai accepté. J'étais très jeune, je pense que j'avais 35 ans. Donc parce que je me suis dit, sûrement j'ai fait quelque chose de mal, j'ai mal travaillé, je mérite ça, j'ai fait sûrement quelque chose qui n'était pas correct. Enfin bref, je me suis culpabilisée par cette démarche. Les temps ont passé. Alors, les syndicats sont venus me voir, mais c'était trop tard parce que plus de 2 mois s'étaient passés depuis le changement du contrat, on pouvait rien faire. Et j'ai compris qu'en fait, j'avais rien fait de mauvais. Simplement, le directeur général, on lui avait fixé comme objectif la maison mère de réduire la quantité de contrats expatriés. Donc, j'étais dans une liste, donc j'ai passé dans la liste. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? À partir de là, j'ai négocié au mieux tous mes contrats de travail et je me suis dit que jamais plus personne allait aller à l'encontre de mes droits, que j'allais toujours défendre mes droits. Et ça a été toujours comme ça. D'ailleurs, peu de temps après, j'ai quitté cette société, je suis passée à la concurrence et j'ai eu un contrat de travail que j'ai bien négocié parce que c'était les doubles des conditions que j'avais avant. Et j'ai aussi négocié un contrat d'expatrié. Donc, je suis revenue au même statut que j'avais avec des conditions bien meilleures. Et justement, qu'est-ce que tu peux conseiller, à quelqu'un qui veut négocier, son contrat des éléments dans son contrat de travail? Quelles sont les stratégies à mettre en place? Alors, il faut laisser rien au hasard, rien au hasard. Alors, c'est important d'avoir un contrat qui soit hyper clair, hyper détaillé et rien laisser au hasard. Ça, je pense que c'est les conseils les plus importants que je peux donner. Réfléchir quelles sont nos conditions et par exemple, comme la nouvelle société où j'ai travaillé dans la concurrence, dans l'anecdote que tu viens de raconter, ils m'ont dit: «Non, contrat d'expatrié, non». J'ai dit: «Non, non, contrat d'expatrié, oui, parce que s'il y a pas de contrat d'expatrié, je viens pas». Donc voilà, il faut c'est marquer les points qui sont importants pour nous et ne laisser rien au hasard, les négocier tous au mieux pour soi-même. OK, je comprends, très clair. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur conseil, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué et que je me rappelle toujours. Quelqu'un qui m'a dit, «Les problèmes avec le temps se résout tout seul». Donc, la contrepartie de ça, c'est qu'en fait, il faut aller bien vite pour les résoudre parce que sinon ils vont se résoudre tout seuls et sûrement dans une direction qui n'est pas celle souhaitée par soi-même. Donc D'accord. voilà, j'ai toujours gardé ça en tête, je garde toujours ça en tête parce que c'est vrai, les problèmes parfois, si le temps passe, ils se résout tout seul. Donc c'est pour ça qu'il faut faire, laisser pas passer trop de temps, parce que sinon pour éviter justement que les problèmes se résout dans une direction non voulue. D'accord, ouais, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure avec justement, le sujet des différends entre les actionnaires. C'est se confronter à un problème avec un délai restreint, de façon à pas empirer la situation. Et que les problèmes se résout tout seuls, exactement. OK. Très clair. Est-ce que tu as une maxime ou une citation qui te guide dans ta vie? Alors, moi, ce qui me guide dans ma vie, c'est toujours aller de l'avant, jamais regarder en arrière, laisser les passer derrière soi.
les échecs derrière soi et toujours aller de l'avant. Ça, c'est ça, c'est mon guide. Comment est-ce que tu continues de progresser et d'apprendre aujourd'hui? Alors, je suis à l'écoute des offres d'autres boardman pour être boardman dans d'autres sociétés. Et j'essaye aussi de me maintenir actualisée dans mon domaine d'expertise, dans la gouvernance, dans les compliance, dans le développement durable, etc. Voilà ce que j'ai fait pour progresser. Et où est-ce que tu vas chercher tes informations justement quand, tu restes, Je fais partie d'une association qui s'appelle Women Corporate Directors. C'est d'accord? des femmes membres du board. Il y a toujours des conférences très intéressantes sur ces domaines dont je viens de parler. D'accord, OK. Oui, donc c'est par rapport à ces organismes que tu arrives justement à rencontrer des personnes qui font la même chose que toi et donc comparer les points de vue? Pareil, Virtual Advisory Board, je suis aussi membre et il y a souvent des webinaires, des conférences web très intéressantes à écouter pour apprendre. OK, très bien. Hem, Est-ce que tu peux me recommander une personne pour un nouvel épisode de ce podcast? Oui, bien sûr, Eduardo Brown. Eduardo Brown, il est spécialiste en leadership et il travaille beaucoup sur comment être heureux au travail. Donc, il est toujours très intéressant à écouter et à interviewer, bien sûr. OK, bah, écoute, merci beaucoup, avec grand plaisir pour l'interviewer. Hem, Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter, Alejandra? Alors, sur LinkedIn, Alejandra, ou Alejandra avec un J, Alejandra Alberdi, voilà, sur LinkedIn. Écoute, merci beaucoup, Alejandra, ça a été un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Au contraire, tout le plaisir était pour moi. Je te souhaite bonne continuation. Merci beaucoup, Paul. Je te remercie. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.